Et c'est parti pour After Rap, l'émission qui débriefe pour vous l'actualité rap français de la semaine. Sofran sera de retour la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui je suis accompagnée de Genono. Salut. Salut tout le monde. Salut Yérim. Salut, ça va. Et Raphaël aussi. Salut Amy, salut tout le monde. Ça va ? Très bien, merci. Grosse actualité cette semaine. On va parler de Caris, de Gizmo, de Yacine, de Joker, de Luigi aussi dans un instant. Et bien sûr, on va commencer avec Koba qui a sorti donc son album Détail. C'est parti. Allez, Qui c'est veut parti. commencer Je peux prendre la passe D si vous voulez. Je peux y aller si ça vous dérange pas, les gars. Vas-y Raphaël, fais-toi plaisir. On n'était pas prêts nous en fait. J'étais le premier à être dans les starting blocks là. Ouais, donc c'est son troisième album en 3 ans, puisqu'il avait déjà sorti 7 en 2018 et Affranchi en 2019. Je pense qu'il y avait un peu un enjeu pour lui de passer un cap avec un troisième album. Il a plutôt bien installé, je pense, son univers et surtout sa signature vocale qui est un peu inimitable dans le rap français. Je trouve qu'il avait franchi une marche justement avec Affranchi, surtout en termes musical, parce que je pense que Kobalade, c'est pas forcément sur des textes très élaborés où tu vois qu'on l'attend. C'est plus un mec qui va te raconter la vie de quartier, la vie de la détail justement, avec à chaque fois des inflexions vocales un peu particulières, et surtout musicalement je trouvais que sur Affranchi il y avait vraiment une marge de franchi. Là du coup sur cet album là je trouve qu'il a du mal à passer le cap justement. Il y a des morceaux sur lesquels je trouve il y a des directions musicales qui sont vraiment cool. Je pense à Dans l'avion par exemple, sur lequel les producteurs Guapo et Cosmo ils vont chercher une sorte de son de balafon, ou en tout cas un instrument de percussion d'Afrique de l'Ouest qui je trouve donne des nouvelles directions un peu spéciales. Je pense aussi à Phase, le producteur Phase par exemple, qui va chercher sur Chambre d'hôtel un truc drill très épuré, pas du tout chargé comme on peut l'entendre assez fréquemment sur les derniers mois dans le rap français. Bref, il y a des directions qui sont cool, mais après parfois j'ai l'impression qu'il commence à tourner un petit peu en rond. Il y a notamment cette phrase à un moment dans un des derniers morceaux de l'album, dans Helsinki, où il dit encore une fois c'est trop bon la vie d'artiste. Il reprend ce gimmick là et il dit mais je suis encore dans le bâtiment. On a l'impression qu'il est un peu toujours enfermé dans le bas de set, et ça se sent parfois je trouve musicalement sur l'album, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement mal fait. Je pense que c'est un album qui est bien produit, qui est très bien calibré, mais du coup je trouve que voilà, il n'y a pas forcément de marche en avant. Le seul moment où par moment je trouve qu'il essaye de faire des choses nouvelles, c'est quand il va chercher dans des textes qui sont soit biographiques, soit un peu plus introspectifs. On sent qu'il y a cette volonté par moment dans certains morceaux. Je pense au premier morceau de l'album qui s'appelle En gros, dans Feu éteint aussi, ou dans Cité. Mais c'est souvent le même schéma qu'il développe sur ces morceaux-là, c'est-à-dire il va parler du fait que dans sa famille ça a été compliqué, qu'il croyait pouvoir percer dans le foot parce qu'il avait du talent, mais finalement la rue l'a rattrapé et le rap l'a sauvé. Il y a toujours un peu ce même schéma, ce qui fait qu'on se dit il y a une intention, mais au final sur le développement ça va pas assez loin. Alors peut-être parce qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour le faire, peut-être parce qu'il n'a pas encore le bagage nécessaire aussi pour le faire. Ça fait comme je disais, c'est trois albums en 3 ans, donc finalement il a peut-être pas vécu encore assez de choses pour aller chercher des choses très biographiques et poussées, mais en tout cas il y a cette intention, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément complètement aboutie. Donc pour moi, il n'arrive pas encore à franchir la marche auquel je m'attendais de sa part, peut-être sur cet album-là. Après voilà, ça reste son univers avec, comme je disais, sa signature vocale si particulière aussi. Donc ça reste quelqu'un qui est singulier, je pense, aujourd'hui. Même s'il y a parfois des morceaux où je trouve ça commence à être un peu trop calibré. Je pense à pas mal de morceaux en featuring notamment. Un morceau comme celui avec PLK par exemple, j'ai pas l'impression que c'est des choses inédites. On aurait pu l'entendre par exemple sur l'album de PLK aussi. Mais voilà, donc c'est un peu un album en demi-teinte pour moi en tout cas. Très bien, Raph, merci beaucoup les gars. Vous avez envie de... Ouais, moi parler de Koba. Je suis un petit peu l'analyse de Raphaël, je suis un peu dans le même état d'esprit. Pour moi, c'est presque un Affranchi 2.0, surtout sur la forme en fait, où honnêtement je m'attendais à rien de spécialement nouveau. Je savais qu'on allait avoir des ambiances un petit peu drill parce que c'est un peu la tendance du moment, qu'on allait avoir les gros hits qui sont quand même présents, comme le featuring avec Maes et 13 blocs qui va forcément cartonner. Il y a des morceaux comme ça, on sait qu'ils vont cartonner, et comme le disait Raphaël, c'est très bien calibré. Le cahier des charges est super bien respecté, donc en fait c'est un espèce de blockbuster qui fonctionne, qui ne surprend pas forcément, mais enfin moi perso quand je vais écouter un album de Kobalade, je m'attends pas à être surpris. Et là où je l'attendais un peu plus, c'est sur le côté un peu introspection, quelque chose qui lui manquait beaucoup au début, qu'il a commencé à faire sur l'Affranchi et qui lui donnait peut-être un peu d'épaisseur à son personnage et qui donnait peut-être un peu plus envie de le découvrir lui et pas seulement le rappeur avec ses gimmicks, etc. Et je trouve qu'effectivement il se livre un petit peu plus, alors peut-être pas encore assez, mais peut-être que c'est pas non plus le type de profil qui va faire des longs albums introspectifs,
mais je trouve qu'il se livre un petit peu plus et il commence à avoir du recul en fait sur lui-même, sur son parcours, sur sa carrière. Et notamment, il y a quelque chose où il m'a un petit peu surpris, c'est notamment sur son rapport à la drogue, dans le sens où il a toujours mis ça un petit peu en avant, la consommation récréative, quelque chose qui l'amusait, qui semblait pas lui poser de soucis jusqu'à maintenant. Et là, il commence à avoir des phases où il sent que, il dit par exemple, j'ai tellement fumé de shit, je me souviens même plus de mon enfance. Donc il sent que c'est quand même des choses qui quelque part lui posent souci. Il dit j'avais des rêves comme tout le monde, mais la bœuf a fumé mes crampons. Donc voilà, il sent que l'usage de la drogue récréative lui a peut-être coupé, lui a coupé certains objectifs qu'il aurait pu avoir dans la vie, ou il aurait pu avoir une vie différente, disons. Et quand il part dans ce genre de choses où il prend un peu du recul, il se pose des questions, là-dessus je le trouve intéressant. Et même si effectivement l'album n'en est pas bourré, je trouve que ça amène quand même un petit peu d'épaisseur et quelque chose qui a pu manquer par le passé, qui a commencé à se faire sur Affranchi et qui se poursuit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un espèce d'Affranchi 2.0, parce que déjà sur la forme on est vraiment dans la continuité, même si les sonorités sont un petit peu différentes, ça suit un peu le même type de schéma. Et puis dans sa façon de se raconter, de se questionner, voilà, il prend beaucoup de recul sur lui-même, sur son parcours, sur les erreurs de parcours qu'il a pu faire aussi. Et je pense que si c'est bien géré chez lui, ça peut amener d'ici quelques années un rappeur vraiment intéressant qui va vraiment pouvoir remettre en contexte un peu toute son adolescence, toutes les bêtises qu'il a pu faire. Et donc voilà, je trouve que sa réflexion peut devenir intéressante. Très bien. On va écouter un extrait de son album, justement, avec le titre Coffre plein, le son de Cobaladé. On vous le rappelle, un détail qui est sorti ce vendredi. Et on va se retrouver juste après. On va continuer. Il va y avoir du Joker dans quelques minutes. Et puis Luigi aussi. Donc restez avec nous à l'écoute d'After Rap. Move. Et juste avant de continuer avec Luigi, Yérine, tu voulais dire aussi un petit mot sur Koba et son album. Ouais, donc pour pas répéter ce qui a été dit, effectivement, moi je l'ai pris comme un prolongement de l'album précédent. Après, ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucun progrès entre les deux, mais parce que je pense que. Là, je pense pas qu'il bosse spécialement dans ce but-là, en fait. Je pense juste que c'est un mec qui enregistre dès qu'il a de l'inspi et basta. Après, moi, le truc, c'est que. Moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est le côté personnage cartoonesque, en fait. Donc. Là, je suis à peu près servi sur cet album. Enfin, il a toujours des phases qui sont quand même très, très, très improbables. Déjà, t'en as, c'est juste parce que c'est mal formulé. Enfin, à un moment, il dit « Mes doutes se sont concrétisés quand j'ai eu mes premiers platines ». Tu dis « Ok, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Parce que c'est pas ses rêves qui sont concrétisés. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça. Et après, t'as des trucs, par contre, qui sont vraiment conscients. Conscients, pas dans le sens rap conscient, mais je veux dire qui sont écrits dans ce but-là. Genre quand il remixe sans le vouloir des expressions. Version de Petit Trafic, c'est-à-dire qu'au lieu de dire mords pas la main qui te nourrit ou crache pas dans la soupe, il va dire crache pas sur la main celle qui t'a acheté la bonbonne. Il a plein d'espèces de réadaptations un peu marrantes comme ça. Et alors après, il a juste des phases qui sortent de nulle part et qui sont marrantes, mais qui sont perso en même temps. Genre, il dit ouais, comme je suis un gros bâtard, je vais marier une timpe. Elle a senti le bif, je sais que je suis pas beau. Et attends, il y en a un autre. Ah oui, à un moment, il dit j'ai plusieurs raclis comme mon daron. Donc pareil, c'est un truc où tu te dis ouais, c'est une manière quand même assez décomplexée, tu vois, de raconter sa vie et tout, sur des trucs qui auraient pu être des trucs de pleureuse absolue, dire oui, genre c'était pas facile pour mes parents, ou genre leur vie de couple était compliquée, ou je sais pas quoi. Non, lui, il te fait un truc de pur gogol et ça marche. Et puis après, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu décevant, par contre, c'est sur les feats. Dans le sens où, alors bon, j'allais dire dernièrement, ça remonte à plusieurs mois, mais quand il y avait eu le feat SCH, Rimka et Koba, c'était vachement complémentaire. Alors, je sais pas si quelqu'un avait pris la main sur la direction artistique, mais Koba était vachement bien utilisé en fait, avec sa voix et tout, et là t'as l'impression que la plupart du temps il est en pilote automatique, même si t'as des bons bangers. Enfin, je pense à Chambre d'hôtel ou même Bédodo qui sont... je pense si tu les écoutes à 3h du mat en poussant le son à fond, ça fait le taf et tout. Par contre, ouais, quand il est avec Vald ou PLK, t'as l'impression que c'est un peu chacun dans son coin, donc c'est pas forcément l'idéal. Après, bon, il y a quand même Val qui fait une entrée de couplet en disant au bas qui voit l'âge, donc ça c'est assez magnifique. Et non, et après, je trouve que je suis d'accord en fait avec ce qui a été dit sur le côté plus perso. Et ce qui est par contre plutôt sympa, c'est que ça se double d'un changement d'une évolution sur la forme, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus de morceaux
presque doux en fait par rapport à avant. Donc là, je pense excusez-moi. Il est en train de checker. Attends, mais je crois que je l'ai effacé par erreur en fait. Bon. C'était un titre en particulier? Si, ouais. Feu éteint, cité, encore, céramique et déclic, qui sont pas forcément tous dans le même style, mais tu sens beaucoup plus apaisé dans la manière de prendre les instrus et tout. Donc voilà, après, je pense que ça va faire un peu comme Jul, avec une grosse cadence de sortie, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas écrémer, tu te fais un best-of de Koba et tout, en attendant l'album collectif. Enfin, je sais même pas si c'est toujours d'actualité, mais ils avaient annoncé un album du Bad Set. Enfin, je crois, Seven Banks. Il me semble que c'est toujours d'actu. Ok. Ouais. Ok, et voilà pour Koba, on a fait le tour de vos avis. On va continuer, on va changer d'ambiance puisque c'est Bascolo Extrada, l'EP de Luigi. Il avait sorti son premier album Tristesse Business saison en 2019. Il est de retour, on écoute un extrait, on en parle juste après. Quand j'écris le track, voilà le contexte. Scroller le screen, trouver la rime, cracher le spleen, je me confesse. Bascolo Extrada, donc le titre qui porte le même nom que le projet. On commence avec qui ? Je peux y aller si vous voulez. Allez, allons-y. Déjà en préambule, moi c'est vrai que Tristesse Business était un des albums que j'ai préféré en 2019 en termes de direction artistique, de narration, parce que c'est vraiment, ça racontait une histoire de crise existentielle entre guillemets, entre un avant où il était dans une relation un peu compliquée, un peu toxique, et une situation professionnelle où il s'est cru briller d'un seul coup parce qu'il venait de signer en maison de disque, et finalement il repartait un peu de zéro à la fois professionnellement et amoureusement. Il racontait tout ça assez bien dans l'album. Dans une hybridation musicale où on retrouvait des choses rap évidemment, R&B, mais aussi bossa nova. Bref, il y avait plein de mélanges qui étaient intéressants sur cet album-là, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, pour moi, ce Bascolo etc., il arrive un petit peu comme une sorte de chapitre d'après, en fait, pendant donc c'est un EP, donc pendant 5 titres, il raconte une amourette de vacances. Qui se termine sans qu'elle ait vraiment commencé finalement. C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a toujours une sorte de jeu de séduction pendant les 5 morceaux, avec, comme il le raconte assez bien dans le morceau titre qu'on a écouté, un rapport presque égocentrique aussi parfois avec l'amour, etc. Et donc pour moi, voilà, c'est une sorte de continuité, mais pas dans le sens où il refait la même chose. Au contraire, il raconte du coup une autre histoire, c'est une autre étape de sa vie. Et musicalement, le travail qu'il fait avec Ryan Coffey, donc, qui est un producteur qui était très présent sur Tristesse Business et qui est également, je crois, à l'intégralité des productions de cette EP. Il y a aussi, tu vois, je trouve une démarche d'aller un petit peu en avant par rapport à ce qu'il faisait. On est dans l'univers de Luigi, c'est-à-dire un truc assez feutré, très chaud musicalement, mais il tente des nouvelles choses sur certaines ambiances, sur certaines basses, ou voilà, des instruments qu'on n'entendait pas nécessairement avant. Donc voilà, moi je trouve ça très satisfaisant. Ça lui permet de, encore un peu plus, je trouve, implanter son univers musical, sa personnalité artistique, tout en disant voilà, j'essaie de vous raconter de nouvelles choses sur moi. Je pense qu'il est assez en phase avec lui-même en fait, c'est-à-dire qu'il a vécu ce truc-là. Il y a peut-être des choses qui sont romancées évidemment parce que c'est aussi de l'art et de la musique quoi. Mais voilà, il capture un moment de sa vie, il le met en musique et je trouve que c'est un artiste qui arrivait à la maîtrise de ce qu'il voulait proposer artistiquement. Donc je le trouve vraiment très très bien cette EP. Genono ? Ouais, je trouve que dans cette ambiance de rap un peu amoureux qui multiplie les influences, qui va un peu dans plein de choses différentes, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs interprètes dans ce genre-là. Alors je trouve ce projet peut-être un petit peu plus accessible que le précédent, dans le sens où le précédent, je trouvais qu'il y avait vraiment une très grosse ambition artistique et à titre personnel, en fait, j'avais pas tout compris ou tout digéré correctement et même si j'avais trouvé ça très fort, je l'avais peut-être pas digéré de la bonne manière en tant qu'auditeur. Celui-là je trouve beaucoup plus accessible déjà parce qu'il est plus court, qu'en termes de storytelling c'est peut-être un peu plus concis, ça va un petit peu plus vite, donc on s'en sort un peu plus facilement. Et puis même en termes de sonorité, je trouve que c'est moins expérimental en fait. Il a trouvé une formule peut-être un peu plus concrète et puis voilà, dans sa manière de raconter les choses, en fait il y a quelque chose qui m'a presque fait rire en écoutant l'album, c'est que tu as l'impression qu'il raconte qu'il se fait michetonner en fait. Voilà, je vais acheter un sac qui coûte un demi-smic, etc. Mais il le fait tellement bien que tu as presque envie d'être à sa place et de te faire michetonner. Donc je trouve qu'en fait il a une manière de raconter les choses qui est vraiment forte et que ce soit dans l'évolution positive de sa relation amoureuse ou dans les choses un peu moins positives,
C'est toujours extrêmement bien raconté et on a quasiment l'impression de se mettre à sa place et de vivre l'histoire en l'écoutant. Donc au-delà de toute l'ambition musicale qu'il y a autour, je trouve que c'est surtout quelqu'un qui écrit vraiment très bien et qui a un vrai talent pour le storytelling. Donc voilà pour mon ressenti. Yes. Yerim, un petit mot sur Luigi. Ouais, bah déjà sur la forme, après j'ai pas eu le temps de réécouter Tristesse Business, mais c'est vrai que dans celui-là, en fait, il y a un seul titre vraiment rappé qui est le dernier, le titre éponyme, je crois. Donc je trouve qu'il a progressé sur le côté beaucoup plus à l'aise, sur les ambiances un peu plus planantes, en laissant vraiment de l'espace aux instrus et tout, en jouant sur les silences, etc. Après, au niveau des textes, je sais pas, tu vois, pour moi, Tristesse Business, c'était juste un défouloir contre son ex. Et là, c'est plus un mec qui se donne énormément de mal pour dire de manière très jolie qu'il a envie de Ken sans s'attacher, quoi. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment le truc où je vais me faire waouh, incroyable. Après, c'est cool, tu vois, mais c'est vrai que... voilà, après, c'est très à l'américaine, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir le côté... super agréable à écouter. Enfin, c'est vraiment la douille parfaite. C'est-à-dire que concrètement, c'est clairement un charreau, mais qui va mettre les formes dans tout, y compris musicalement parlant, mais même dans sa manière d'écrire. Mais après, c'est vrai que tu as des trucs du style t'as pas la tête de ma femme, mais t'as la tête de la femme avec qui je veux tromper ma femme. Tu fais ouais, ok. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il fournit des efforts surhumains pour être un peu, tu vois, genre le futur français, tu vois, le côté Toxic King et tout. Et en même temps, pourquoi pas, vu que Damso, il a un peu déserté le terrain avec sa joie de vivre dans Calf. Donc, je me dis, bah ouais, pourquoi pas, s'il peut prendre cette place, c'est pour lui. Après, c'est vrai que t'as des phases marrantes. C'est quand il dit, ouais, le diable s'habille en Prada, et baby, j'ai beaucoup de Prada, je suis là pour le drama, le côté, je leur tirais les cheveux avant d'avoir le badge bleu, donc l'assertif. J'imagine que lui parle plus d'Insta que Twitter. Et à l'autre côté, super égocentrique sur je me remercie pour les travaux, ça m'a fait sourire aussi. Donc ouais, c'est un bon petit EP, voilà. Ça marche. Voilà, pour les fuckboys. On va poursuivre avec BOCA et on parlera de Joker Laylo aussi dans un petit instant, juste après le son de Casa, Bébé Sita, morceau extrait donc de Heartbreak Life. C'est la réédition et c'est l'édition Winter. On l'écoute tous ensemble dans After Rap et on se retrouve juste après pour la suite du programme. After Rap. Et on continue le débrief de l'actualité rap français avec des extraits. Et Yerim, toi tu voulais parler de Joker Laylo. On s'écoute un petit extrait, on en parle juste après. La collaboration donc, de Joker et Laylo avec le morceau Click, Click, Bang, Bang. Ouais, donc en gros, alors en fait, j'ai toujours pas fini de regarder le clip, mais j'avais eu le son. Donc, mais oui, donc tu me dis qu'il y a Lino dans le clip, bah, c'est cool. Après, ça aurait été mieux qu'il pose, mais après, bon, bah, c'était plus pour le côté, l'ouverture en fait de Laylo, même si je sais qu'ils ont déjà collaboré au moins une fois. Je sais plus à quelle année ça remonte, mais ça fait quand même un petit temps maintenant. Bah. Bon, en fait, c'est un morceau de Joker avec une sorte de bonus de Laylo à la toute fin. Et il l'a vraiment pris pour le côté voix robotisé. Enfin, tu vois, c'est vraiment le Laylo en mode autotune où il fait exprès d'avoir le côté ultra synthétique et tout, presque déshumanisé. Mais au-delà du morceau, ouais, c'était vu qu'il y a aussi Dinos qui a annoncé un futur featuring avec Laylo. C'était qu'en fait, je suis un peu curieux de voir comment Laylo va être utilisé par le rap français maintenant qu'il a franchi une étape par rapport à sa popularité d'avant et qu'il a vraiment je pense qu'il a acquis une légitimité, un univers, et en fait vu que c'est avec un projet qui est malgré tout un album concept, donc voilà, en fait c'est ça qui me rend curieux, c'est de voir comment du coup un personnage comme ça va être utilisé dans ses collaborations et tout. Et donc là en vérité c'est presque un poil décevant parce que en fait il est pas mélangé avec Joker, c'est vraiment une sorte d'ajout de greffe à la fin, mais enfin musicalement ça passe, donc après je t'avoue quoi, c'était plus pour la surprise de la connexion. On enchaîne avec l'autre extrait dont tu voulais nous parler, BOCA. Balade sur la côte. C'est ça, c'est que donc comme il a dit lui-même, donc BOCA à la base c'est un mec de Caen qui a toujours fait du son plutôt orienté West Coast.
Et donc, comme il a dit lui-même, là, c'est en mode fuck l'automne, venez, on retourne en été. Et donc, c'est clairement un son d'été. En réalité, c'est le remix d'un son qui datait de 2011. Et là, il y a une nouvelle instru. Donc, au refrain, il y a de la talkbox. Il y a vraiment toute la panoplie en fait du rap West Coast. Et surtout, celui qu'on vient d'entendre, en fait, c'est Hussein Fatal, qui est un membre des Outlaws, qui est maintenant décédé. Et du coup, voilà, c'était... Outlaws, qui était le groupe de Tupac, pour voilà, préciser pour ceux qui connaîtraient pas un peu l'histoire. Donc légende de la West Coast et tout. Et donc pour préciser, donc le rappeur, c'est un morceau de DOCA. Il y a Jeune Carne dessus et la talkbox c'est ST Tube. J'espère que je le prononce bien. Et voilà. Ça marche pour les extraits. On va poursuivre avec le son de Bosch, le titre Slide. On l'écoute tous ensemble et on en parle juste après. Vous êtes à l'écoute d'After Rap. Belle soirée à tous sur Move. Et justement, on va faire un petit tour de table sur ce son de Bosch et le titre Slide. Qui va attaquer ? Je pense que Géono, il a très envie. Mais contrairement à ce que tu peux croire, je me suis ambiancé dessus. Non, ouais, je sais pas, je suis très surpris de voir Bosch sur ce registre. On dirait un morceau d'il y a 15 ou 20 ans. Et finalement, ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne bien. Et en fait, il se révèle super efficace dans ce genre de tube un peu dansant. Alors que de base, on avait peut-être un peu tendance à l'enfermer dans son personnage de carnage, de validé. Juste le mec un peu bourrin qui venait balancer des punchlines un peu sales. Et finalement, on se rend compte qu'il est vraiment bon là-dedans, qui sait nous ambiancer. Et je sais pas d'où lui est venue l'idée de partir sur un titre un peu funk comme ça, mais pour moi, ça tue, ça fonctionne. Et si ce genre de morceau peut revenir, franchement, pour moi, c'est très bien. Après, d'où lui est venue l'idée, je pense que ça a dû venir des chiffres de stream de Diomb, a priori. Mais parce que ça fait un peu Diomb 2, même si après t'as le côté funky, alors que Diomb c'était plus électro basique. Ce qui est drôle, c'est que moi je sais pas comment lui se sent par rapport à ce genre de tube en fait qui a l'air de prendre. Enfin bon, celui-là c'est un peu tôt pour le dire, donc on verra. Parce que c'est vrai que t'as toujours ce truc, je pense à par exemple un profil comme Russ l'Enfoiré, qui débarque d'abord avec des morceaux comme L'Enfoiré qui sont très rap classiques. Mais qui explosent avec des morceaux qui n'ont rien à voir et qui du coup se retrouvent un peu cantonnés à ça et qui ont l'air, tu vois, il y a un côté je t'aime moi non plus dans leur relation à leurs plus gros succès musicaux. Et Bosch, en fait, je sais pas comment il se sent par rapport au succès de Diomb. Il a dit qu'il aimait pas trop cette chanson à la base. Et ouais, voilà, c'est ça, mais je sais pas si ça a pu évoluer après, entre temps. Ça évolue ou pas, ouais. Bon, après, je pense qu'il aime beaucoup SASAM, tu vois, ce qui est normal, mais le fait qu'il revienne avec un morceau comme ça, tu dis, ouais, bon, c'est qu'il a accepté, quoi, tu vois. Donc moi c'est plus ça qui m'a intéressé. Après pour la résurgence des instrus un peu plus funky, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que même en toute fin d'été ou début septembre, il y avait même Jarod alors il a pas clippé le morceau je crois, mais il y avait un truc qui s'appelait juste 80s et pareil c'était comme son nom l'indique, c'était vraiment truc ambiance années 80 et tout. Et moi pareil, si genre d'instru peut revenir, honnêtement, ça me dérange pas. C'est validé. C'est même mieux. Ça fait du bien. Puis c'est surtout, je sais pas si c'est plus qualitatif, mais en tout cas, ça change un minimum du côté gros Zumba habituel, si tu veux. Yes. Moi, je croyais que ça allait reprendre très fort après le 916 de PNL. Ouais, en fait. Tu vois, finalement, il a fallu attendre 2 ans, tu vois. C'est ça. Donc, Et du coup, Raph, sur Bosch, tu veux rajouter quelque chose ? Je pense qu'il cherche le gros single efficace. Alors, je sais pas si c'est pour un projet en particulier, si y a un single, un disque qui sort bientôt. Si c'est le cas, je pense que c'est le but visé. C'est un gros single comme ça. Je pense que c'est histoire d'annoncer un nouveau truc. Un peu comme mes deux collègues, je préfère encore. J'avais pas beaucoup aimé Diomb, mais j'aime bien cet esprit plus funky. Et puis, plus lui qui vient du 78, il y a un peu cette tradition. C'est un peu cliché, mais qui est héritée depuis un petit moment avec Expression Directe, d'avoir ce truc d'héritage de la funk en fait, la funk des quartiers des grands frères, tu vois. Donc je trouve qu'il y a un peu ce truc là. Alors évidemment c'est sur des sonorités beaucoup plus modernes, mais du coup je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire ou pas, mais j'y retrouve un peu ça, donc c'est pas inintéressant. Puis en plus t'as le côté comique involontaire, c'est-à-dire que vu qu'il a quand même toujours sa grosse voix et son attitude de base, dès qu'il tape un truc dansant en fait t'as l'impression d'avoir un peu le... tu sais, tu vois Biff Tannen de Retour vers le futur, genre la grosse brute épaisse, quand il se met à danser et tout, et c'est rigolo en fait. Bosch, c'est ça en fait, c'est pareil.
c'est vrai que mais c'est ça qui fonctionnait bien aussi sur Jomb. Du c'est coup, ça. ouais, quand on a entendu ce son-là, on fait ok. C'est ça, parce qu'en fait, ça quand il fonctionne débarque pour essayer de draguer la meuf et qu'il débarque bien ou quoi, machin, tu sais, tu dis, ouais, ok. Je prends ma C'est- meilleure voix. C'est ouais, en plus, voilà, Je prends ma t'as meilleure le voix. côté, il est conscient clairement de l'image qu'il va dégager et tout. Donc, ouais, il y a un côté, je sais pas si c'est du second degré assumé pour lui, mais il y a un côté un peu léger qui se greffe par-dessus, on va dire. On va continuer avec un extrait du projet de Hyacinthe. Génono, c'est toi qui voulais en parler. On écoute donc tout de suite, excusez-moi, hein, le masque fait respirer pas mal, le titre Jour étrange, il a été clippé. On écoute un extrait, on en parle juste après. Dans les étoiles, le cœur sur la place. Je suis celui qui détruit tout et qui appelle ça de l'art. Donc c'est extrait de son projet qui est sorti vendredi. Oui, c'est ça. Et du coup, il revient à quelque chose de beaucoup plus rap en fait dans sa direction artistique. C'est vrai que c'est un rappeur dont l'évolution ne m'a pas toujours convaincu, dans le sens où c'est quelqu'un qui a commencé, les premiers morceaux de lui qui ont commencé à tourner, il y avait un remix de Chief Keef, un remix de Booba, c'était vraiment dans cette ambiance-là. Et puis ensuite, il a beaucoup évolué, il est parti vers des choses un peu plus expérimentales. Il s'est tourné vers un peu de gabber, un peu de musique de rave. En fait, son dernier album s'appelle Rave. Il a même tenté des choses un peu plus chansons, je pense notamment le morceau avec Joker, La nuit et les étoiles, un truc comme ça, exact. c'était carrément presque chanson. Là. Donc il a essayé beaucoup de choses. Il s'est presque enfermé dans un personnage un peu d'amoureux, un peu fragile. Il était vraiment beaucoup là-dedans, c'était très assumé. Et puis là, il revient du coup à quelque chose de beaucoup plus rap, même si on sent que toutes ces différentes expériences lui ont amené quelque chose parce qu'il chante encore beaucoup et que en fait c'est un projet qui est très diversifié. Mais il y a des morceaux qui sont vraiment purement rap. Il y a un morceau qui s'appelle Machine dans lequel en fait il débite du début à la fin et ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu sur ce type de registre. Et du coup, ça fait du bien de se rappeler que c'est aussi un vrai rappeur, qu'il a des vraies bases de rappeur et qu'il est bon là-dedans. Et donc pour moi, c'est un peu un projet qui le fait revenir dans ce rail un peu rap avec des vraies bases de rappeur, disons. Et surtout, voilà, comme je te dis, j'ai l'impression qu'il a enfin assimilé un peu toutes ces différentes expérimentations, qu'il a beaucoup tenté et c'est très bien, et qu'aujourd'hui il les a bien digérées, il arrive à en faire vraiment quelque chose d'abouti. Donc pour moi, c'est un projet qui me convainc totalement. Et alors, juste un petit mot sur l'extrait Jour étrange, c'est peut-être un des sons les plus chantés du projet. Donc, il y a vraiment des morceaux, tu le disais, comme Machine, qui sont beaucoup plus rap. Donc voilà, mais c'est le morceau qui a été, un des morceaux qui a été clippé. Donc, c'est pour ça qu'on vous a balancé. Un petit extrait. On va continuer. Un petit mot sur Hyacinthe, on continue sur Gizmo. Ouais, non, c'est juste... j'ai pas eu tous les crédits, en fait, mais on est d'accord, il bosse plus du tout avec Doudou, en fait. Il me semble que non, mais d'accord, je peux pas te le confirmer à 100%. Voilà, non, petite question sur Hyacinthe. On va continuer du coup avec Gizmo en feat avec Sosomanes sur le morceau Enfumé. Gizmo qui a sorti un nouveau projet, Lamine, 10e album il me semble. On en parle juste après dans After Rap. Belle soirée à tous. After Rap. Et ce morceau est extrait du nouveau projet de Gizmo qui s'appelle Lamine. Tu veux que j'en dise un Raph, mot ? vas-y, avec plaisir. Alors, c'est une appréciation tout à fait personnelle ce que je vais dire, mais d'un point de vue personnel, je trouve que Gizmo il sort un album vraiment abouti, en tout cas qui me satisfait moi en tant qu'auditeur, une fois sur deux. Par exemple, au début de sa carrière, tu vois, par exemple, il y avait Normal, que je trouvais vraiment très bien. Ensuite, La Banquise, sur laquelle il essayait des choses dans lesquelles je trouvais que c'était pas forcément hyper pertinent. Et là, c'est un peu le cas avec cet album, c'est-à-dire que juste avant, il y avait eu Renard, sur lequel où il essayait parfois d'essayer des choses qui étaient très, très contemporaines, c'était en 2018, et sur lesquelles je le trouvais pas forcément à sa place. Alors que là, justement, sur ce nouvel album Lamine, je trouve que c'est un peu le Gizmo millésimé. Alors, j'ai pas envie de l'enfermer dans une case, parce qu'évidemment, c'est normal qu'un artiste ait envie d'essayer des choses, tu vois. Mais là, franchement, je retrouve le Gizmo qui, personnellement, entre auditeurs, me plaît, quoi. Ce Gizmo qui a l'espèce qui est toujours sur le fil, tu vois, dans son interprétation, qui est toujours un peu cher à vif. Celui qu'on entendait notamment sur l'album Amicalement Vôtre, qui était sorti en, j'ai pas envie de dire de bêtises, 2016 ou 2017. Et donc voilà, il y a plein de morceaux que je trouve vraiment réussis sur cet album-là. Des titres où il a la voix un peu chevrotante, comme History X, qui ouvre l'album, Lamine, Mélomane, le dernier morceau qui s'appelle Manifeste aussi, qui est un long morceau sans refrain, si je dis pas de bêtises, qui fait 7 minutes. En fait, dès qu'il est dans un registre très boom bap, rap français, sur des instrus comme les morceaux que j'ai cités, ou Si tu m'entends,
Je fais du rap, je le trouve toujours très juste. Même un morceau comme Cœur Noirci, qui est mon morceau préféré sur cet album, où en fait à chaque fois c'est vraiment l'ancienne petite frappe qui a vécu de petits business, qui a des séquelles de sa consommation d'alcool ou de produits stupéfiants, qui est toujours à la fois dans une relation d'amour-haine avec ce passé et avec ces habitudes-là. Je le trouve toujours très juste et touchant. En fait, c'est ça qui est fort finalement avec Gizmo, c'est quand il est touchant, en fait, quand il est dans l'émotion, quand il est dans l'introspection, quand il est dans la recherche de rédemption aussi, où je le trouve toujours juste. Et c'est vraiment le Gizmo que je retrouve sur cet album à 70%. Il y a juste peut-être le milieu de l'album. Je trouve que c'est un peu un ventre mou, où il y a des choses un peu plus contemporaines, et je trouve que ça lui va pas forcément comme un gant. Donc voilà, franchement cet album je le trouve vraiment, vraiment très très bien, surtout voilà, quand il est sur ces registres-là, je le trouve imbattable. Il a vraiment ce truc héritier d'un rap français un peu millésimé, à la fois entre la scred et quelque part entre la scred et Mister You, tu vois, c'est-à-dire à la fois ce truc de rap un peu du 18e, très, très prolo, et en même temps mec qui a passé sa vie ou une partie de sa jeunesse en tout cas à vivre de petits business et à courir un peu dans une fuite en avant constante, quoi. Donc voilà, moi je trouve cet album de ce point de vue vraiment réussi, quoi. L'album La Mine, 10e album de Gizmo. Genono? Ouais, un petit peu pareil, je suis pas surpris par la direction artistique, dans le sens où voilà, il y a peut-être un petit peu moins de tentatives de faire autre chose. C'est vrai qu'il est vraiment dans son créneau à lui et il est très bon là-dedans, donc forcément on aime bien quand même si c'est toujours dommage d'enfermer un artiste dans quelque chose, mais il est tellement bon là-dedans et en fait on sent que c'est tellement naturel et que c'est vraiment son écrin à lui que parfois on a presque envie qu'il fasse que ça, quoi. Alors, ce que je note dans son évolution, c'est qu'on est passé quand même d'un rappeur qui avait vraiment cette espèce de presque de caricature d'écorché vif. C'est-à-dire que quand il rappait, vraiment, il nous posait son cœur sur la table et voilà, il déballait tout vraiment sans filtre. Et je trouve qu'avec le temps, il commence à... Alors même si on sent que beaucoup de choses n'ont pas encore cicatrisé, on sent qu'il commence quand même à digérer certaines choses et qu'il arrive enfin à prendre du recul dessus, et du coup il a une manière peut-être un petit peu différente de traiter ces sujets-là. Il y a notamment le morceau où il parle de son père qui s'appelle Si tu m'entends, qui est un morceau très touchant, et en fait il compare un petit peu son parcours et surtout ses écarts de parcours à ceux de son père. Il dit: j'ai volé comme toi, j'ai dealé comme toi, j'ai braqué comme toi, j'ai teasé comme toi. Donc vraiment il sent qu'il a fait un petit peu les mêmes erreurs que son père, mais il prend du recul dessus et il n'est pas du tout dans la condamnation des actes de son père ni des siens d'ailleurs. C'est des choses qu'il assume complètement, et en fait à la fin du morceau il en arrive à une conclusion que je trouve quand même assez belle. C'est qu'en fait il n'est pas du tout dans la colère. Il dit: je t'en veux même plus parce que tu t'es sauvé, tu me manques, c'est tout. Donc il a dégagé toute la colère, il a plus du tout de rage en lui, et il lui reste que cette espèce de manque, de tristesse et de mélancolie, et il raconte que finalement même si son père n'est plus là, il lui sert toujours de boussole, et voilà, ça restera. Il a évacué tout le mauvais, et il restera cette image un petit peu positive quand même. Et puis il raconte aussi que du coup ça lui a aussi quelque part appris des leçons, parce qu'il dit: voilà, je m'occupe de mes enfants, je suis devenu... alors il dit peut-être pas je suis devenu quelqu'un de bien, mais il a pris en responsabilité en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il a mis un petit peu ses écarts de côté. Il raconte qu'il a fait beaucoup de progrès, disons, sur plein de choses. Comme disait Raphaël, il y a des choses qui sont passées, comme voilà, une consommation d'alcool excessive, etc., des petits larcins, des choses comme ça qu'il a su mettre un petit peu de côté. Il en parle beaucoup au passé d'ailleurs, finalement, tout ça. Ouais, Avant, il y avait toujours ce truc un peu présent, parce que je pense que c'était un peu des fantômes qui étaient toujours là. Mais là, dans sa manière d'en parler, d'écrire là-dessus, il utilise beaucoup plus de verbes au passé, etc. Donc tu sens qu'en fait, il commence à faire un peu le deuil de tout ça et en tirer les leçons, comme tu dis. Exactement, il a tourné une page, c'est derrière lui, et maintenant il peut le raconter d'une autre manière, en fait. C'est ce que je trouve intéressant chez lui. Et puis... Pour souligner un peu cette évolution, en fait, dès le deuxième morceau, on a History X en ouverture, qui était un peu un single un peu fort, etc. Ensuite, la deuxième piste, c'est Hendrix, et il dit: j'avais besoin d'une carapace, mais c'est plus la peine. Donc lui-même, en fait, il a senti il a senti cette évolution, et c'est vrai que cette espèce de carapace qu'il avait, finalement, il profitait de ses disques pour l'enlever, pour se livrer complètement. Et aujourd'hui, voilà, il en a plus besoin, parce qu'il y a des choses
même si tout n'est pas réglé dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui ont été digérées et il a beaucoup avancé là-dessus. Après, il y a quand même des morceaux où il s'amuse un petit peu. Je pense à Lika Mobile, par exemple, ou même le featuring Sosomanes, qui est un petit peu plus... voilà, où il se fait un petit peu plus plaisir. Et quand il est là-dedans, ça fonctionne aussi. Donc, finalement, moi, c'est un projet qui me parle bien. Et du coup, je pense que l'évolution de Gizmo peut continuer à aller vers quelque chose de toujours plus positif. Sachant que c'est on l'a déjà dit, mais c'est un rappeur qui a toujours énormément de choses à dire, qui a énormément de choses à raconter sur lui ou sur un peu son vécu. Et c'est vrai qu'on est toujours étonné de se dire qu'il a, même s'il raconte un peu toujours les mêmes choses, il trouve toujours une manière de le dire un peu nouvelle. Et finalement, sa discographie est super longue, mais en termes de discours, ça se répète pas du tout. Et du coup, c'est vrai que si son évolution psychique continue dans ce sens-là, ça peut amener des choses qui peuvent être vraiment intéressantes par la suite. Même en termes, je trouve, de direction musicale, tu parlais du morceau Hendrix, il y a aussi un morceau qui s'appelle GPG6. C'est 2 morceaux où il y a quelque chose de plus blues, plus rock d'une certaine manière, tu vois, et je trouve que ça lui va plutôt bien, tu vois, ce genre de truc. Alors c'est pas des grosses batteries, etc. C'est-à-dire c'est juste des samples et des ambiances sur des trucs très rap, quoi. Mais je trouve que ça lui va très très bien, ce genre de truc. Contrairement à des choses plus contemporaines, électroniques par exemple, qu'il y a au milieu de l'album que j'aime un peu moins. Donc c'est pas que de l'espèce de rap conservateur musicalement. Je trouve qu'il y a des choses aussi, des propositions par moments sur l'album qui sont intéressantes. Alors, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais c'est quand même son 10e album qui s'appelle La Mine. Tu vois, donc est-ce qu'il l'a sorti, enfin, est-ce qu'il a pu y mettre tout ça aussi? Parce que symboliquement, c'est peut-être quelque chose pour lui, enfin, en tout cas, le nom de l'album. Il y a une marche en avant, je trouve, chez Gizmo, de toute façon, depuis quelques années, à faire de choses de plus en plus personnelles. Je te parlais de l'album Amicalement Vôtre, c'était peut-être l'œuvre la plus personnelle et la plus torturée aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que tu disais sur le morceau Si tu m'entends, tu sens qu'en fait, il a digéré toute cette amertume dont il parlait justement sur cet album. Donc, je pense que plus ça va, de toute façon. À un moment, il a une phrase aussi, je crois que c'est sur le morceau La Mine, c'est-à-dire que finalement il y a Gizmo, mais il est de plus en plus La Mine que Gizmo, justement. Il arrive à se reconnecter. Ouais. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il commence à digérer tout ça, justement, à tourner la page de tout ça et être un peu plus lui. Donc effectivement, je pense que le temps avançant, et comme là c'est le 10e album, c'est assez symbolique, effectivement. Ouais. Yérim? C'est du Gizmo, donc c'est toujours du rap de garçon tourmenté, qu'on va dire. Après, j'ai peut-être moins l'impression que ce soit du passé, dans le sens où tu as des sons comme Lika Mobile ou Dolla Bills, où il te fait sentir qu'à certains égards, sa vie n'a pas bougé et tout. Et surtout, t'as quand même la phase dans Je fais du rap, où il dit j'ai trop pillave et j'ai compris la leçon, mais j'ai repris parce que c'est une passion, donc je pense pas que ce soit spécialement derrière lui. Je pense qu'il se met toujours dans des états pas possibles et il fait d'atroces conneries, mais... Après, par contre, si on parle en termes de rap pur musicalement, lui c'est vraiment l'un des rois du côté écorché vif, mais en plus sans le surjouer, tu vois, sans forcer. Il n'y a pas de pathos chez lui, c'est ça que j'aime bien. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire, il fait pas ça pour spécialement faire pleurer une partie de son public ou quoi. C'est vraiment des trucs qui sortent de ses tripes à chaque fois. Ça m'a même... Parce que là, il a repris un truc qu'il avait plus trop fait sur le dernier projet, c'est le côté avoir la voix complètement arrachée, genre comme sur Elle, qui est donc un truc méga basique, parce que c'est une personnification de la rue, etc. Et ça m'a fait penser que je dirais pas non à un feat avec D.A. Uzi, en fait. Parce que même s'il est arrivé après... là je parle de Uzi, D.A. Uzi, il a aussi cette espèce d'absence de complexe des fois dans certaines phases où il se livre et où il dit des trucs où tu verrais pas un autre rappeur aller jusque là, et Gizmo il a vraiment ça comme pas possible. Donc évidemment j'ai pas répété ce qui a été dit sur Si tu m'entends, où c'est la première fois qu'il parle sur un morceau entier de son daron à ce point là, en justement évitant le côté pathos. De toute façon il le revendique lui-même dans une rime, il dit et je fais pas ça pour faire pleurer, ou c'est pas un truc de pleureuse, enfin il a une phase comme ça, tu vois. Et puis après, bon, t'as lui, sa base pure et dure, c'est que c'est un enfant du rap, c'est un geek du rap. C'est-à-dire, il y a eu une envie de bouffer le micro qui traverse tout l'album. Et je crois en plus, vers la fin, il a une phase un peu ironique où il dit on m'avait demandé un couplet, mais j'en ai kické 6, un truc comme ça. Tu vois, vraiment, le mec, il écrit, il rappe, et il s'en fout, il peut pas s'arrêter et tout. Il continue effectivement d'avoir... sa tradition de morceaux très longs sans refrain
comme Raph t'a dit sur Manifeste et tout. Alors je sais même pas si c'est conscient d'avoir appelé le truc Manifeste comme le morceau de Shuriken et AKH, ou c'est juste un truc comme ça, parce que c'est vrai que c'est un mec qui est aussi une bonne petite encyclopédie du rap. Mais ouais, ça fait vachement écho, je crois que c'était André, parce que comme pour André, il a la prod en fait c'est un sample, enfin j'espère que je me trompe pas, je crois que c'était André, mais un autre morceau fleuve comme ça, et là pareil le sample ça vient de Saint Seiya en fait, le manga, enfin l'animé plutôt vu que c'est de la musique, et ouais c'est assez cool, pareil il refait aussi des trucs qui clairement sont pas à la mode du rap de maintenant, mais qui sont sa base, son éducation musicale à lui. Je pense au sample d'un truc de musique classique absolue, La Matrice, le morceau La Matrice. Ah ouais. C'est un sample qui est même grillé, je pense, tu vois, machin. Il est rejoué, c'est pas le truc complètement samplé sur le film, c'est rejoué, mais c'est les mêmes accords, c'est la même mélodie, clairement. Ouais. Et donc voilà, t'as plein de côtés comme ça. Je crois que c'est sur La Matrice aussi, où il a un côté un peu revenu du côté grisant, tu vois, d'avoir une vie de voyou, parce qu'à un moment, quand il dit mets ta capuche et bicrave, même s'il y a la grêle, quand on te dit ça à 15 ans, je t'assure que c'est pas drôle. Il a vraiment ce truc de, ouais, en fait, bon, ok, genre, on des voyous, c'est super, mais c'est quand même une vie de merde au bout du compte, tu vois, donc ça, c'est toujours bien de le rappeler. Puis après, attends, je cherche si j'ai... Ah oui, puis alors après, il a des formulations qui sont marrantes et parfois peut-être involontaires, comme quand il dit t'es un gros fils de pute si t'as déjà volé dans le sac à ta mère. Ouais, parce que forcément. Mais du coup ouais, c'est un peu comique. Il a aussi un truc que je vais pas répéter et tout, mais sur une comparaison entre ce que certains hommes peuvent faire avec leur organe génital et ce que lui peut faire la même chose avec 2 doigts. Mais je l'ai pas répété. Très bien. J'ai fait comprendre sans dire la phrase. On a fait le tour pour la mine de Gizmo. Yes, 10e album qui est dispo. Et puis, tu voulais, Yerim, parler d'un extrait de 270 de Caris. On l'écoute. Et c'est ma chouin qui ramène le gel. Ça fait des mélanges à l'hôtel et c'est ma chouin qui ramène le gel. J'ai fini mon plat de garba. Extrait de 270, le clip est sorti IRM. Ouais, tout à fait. Alors juste un truc que je voulais rajouter sur Gizmo, c'est qu'à force de parler des morceaux fleuves, bon, je pense que ça arrivera pas, mais pareil, je dirais pas non, un feat avec Rof, t'es sur un truc juste triste et introspectif et kické sur genre limite du 10 minutes, genre 5 chacun et tout. Ouais. Ce serait raccord. Ouais, donc IRM de Caris et Freeze, bah en fait, c'est... alors c'est disons, moi j'ai retrouvé on va dire mon charisme proctologue sur la rime, sur ouais, je mets du piment sur l'oreille où tu fais ah oui ok effectivement ça... il est bouillant sur les phases. Voilà, c'est ce qu'il y a de le dire. C'est le charisme de Z2 là. C'est ça ouais, c'est vraiment ça. Et donc voilà, ça fait plaisir. En fait, le reste du couplet je suis pas vraiment parce qu'il se cantonne pas à ça. Donc je pense heureusement pour certains et malheureusement pour des tordus comme moi, mais en gros. Ouais, non, c'est cool. Je sais pas si c'est la présence de Freeze, mais alors ça a encouragé Caris à remettre un Dourag dans son clip, ce qui est quand même assez remarquable. Et sinon, ouais, c'est combinaison sombre entre les deux. Donc c'est plutôt cool. Après, j'ai pas assez de réécoute en fait. Après, il y a un truc qui manque un peu, c'est qu'encore une fois, ça reste des feats où c'est chacun dans son coin. En fait, il me semble que à part avec des mecs de son équipe et peut-être Louvresval, en fait, Freeze fait pas trop de passe-passe ou quoi. Le seul, en fait, c'était avec Alpha One. Et non, il y en a quand même 2 sur l'album. Il y en a 2 autres, je veux dire, sur l'album. Il y avait quand même avec. Ah, mais c'est avec des mecs de son équipe en général qui le fait. C'est vrai. Quand lui, il est invité en tant qu'invité extérieur, t'as l'impression que c'est vachement, tu vois. Mais ouais, et après. Ah oui, puis guetter le match retour avec Alpha One, du coup. Voilà. Ça marche. Vous voulez dire quelque chose, les gars, sur ce son ou sur un petit mot sur... C'est encore produit par Flemme. Et je pense que c'est complètement un des producteurs de l'année. Voilà, c'est tout. J'ai vu le travail qu'il a fait sur l'album de Freeze et tous les trucs qu'il continue de produire qui à chaque fois sortent. Ça, pour le coup, c'est ça qui est cool, c'est que le succès de Freeze est vraiment braqué les projecteurs sur le beatmaker Flemme. Donc SO Flemme. Franchement, à chaque fois qu'il sort, il prend en ce moment, ça défonce. Franchement, donc, voilà.
Genono. Ouais, bah pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur Caris, mais je le trouve toujours bien plus performant en featuring que sur ses projets solo. Donc je pense que la solution, ce serait peut-être qu'il fasse un album où il invite plein de gens en featuring et il les efface au moment de sortir le projet. Ça donnerait l'album de Caris parfait. Moi, c'est ce que j'avais dit quand il avait fait Empire avec Sofiane. Ouais. Et tu dis, en fait, Sofiane, c'est le sparring parfait pour Caris. Et effectivement, ouais, tu dis, ouais, s'il a que des mecs de ce niveau, ou qui, en tout cas, lui provoque une émulation et tout, ouais, ça peut être plus intéressant que quand il est solo, quoi. Mais après, ouais, un truc qui est cool aussi, alors je sais pas après si les gens, surtout les très jeunes auditeurs, si ça pique leur curiosité ou s'ils s'en foutent complètement. Mais c'est vrai que Freeze continue de faire beaucoup de références à des rappeurs US classiques. Donc là, il a placé CNN, donc Capone Noriega de New York. Et c'est quand même un truc qui fait de plus en plus régulièrement. Et après, voilà, je sais pas si ça a une incidence, parce qu'il y avait sur Drill FR avec Gazo, il plaçait un rappeur UK, un londonien, Dig Dat. Je crois qu'il plaçait Dig Dat. Et là, pour le coup, je crois que ouais, ça avait suscité au moins de la curiosité chez ses auditeurs et tout. Donc ouais, c'est cool. Merci pour les travaux, tout ça. Bon, merci en tout cas beaucoup Raphaël, Genono et Yerim pour cette émission. After Rap, ça reviendra la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez la retrouver sur YouTube, notre chaîne Move. Et restez connectés puisque la suite du programme, ça continue avec Move Love Club avec DJ Yann. Belle soirée à tous sur Move. Move Radio, Hip Hop Nation.